mondiale de lutte contre le paludisme, les conséquences en RDC sont très graves et inacceptables. La moustiquaire imprégnée et conseillée et la propreté devraient épargner la communauté. Négociation des Kampala, le M23 claque la porte et se retire à Bunagana pour accorder leur violon. Entre-temps, l'impasse devient davantage prononcée. Les leaders croyants ont clôturé jeudi la campagne de sensibilisation sur le dialogue interreligieux pour la promotion de la paix. Tous à l'unisson promettent de poursuivre leurs efforts à cet effet. Antena, le journal, Jenny Valiante. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal sur Antenne A. Vous aurez droit à une page magazine dans cette édition consacrée à la nomination du président interfédéral du PPRD dans la province de Bandundu. Le M23 a décidé de jeter l'éponge et de retirer sa délégation pour parler de Kampala. Vous le savez, les négociations avaient été entamées en janvier dernier. Les représentants du M23 laissent la porte ouverte pour une éventuelle reprise des négociations. Et François Mamba a été joint pour vous au téléphone par Nora Olondo-Iloa dans ce journal. C'est une fuite en avant du M23. Ils ne peuvent pas prétendre quitter la table de négociation au motif que rien, si j'ai bien compris, rien ne va pas ici, alors même que dans cette étape, nous attendons toujours la position officielle de l'Ouganda qui est le médiateur sous forme d'une proposition d'accord final. Ce document n'est pas encore là et les gens du M23 prétendent pouvoir partir. En réalité, nous savons pourquoi ils partent. Ils partent parce que tout le monde a vu qu'ils demandaient une partition de la République du Congo, soi-disant pour 5 ans. Nous ne sommes pas, nous, délégation de la République du Congo, envoyée ici par le président de la République pour venir marchander un seul centimètre de la République du Congo. Alors, étant venu pour effectivement essayer d'obtenir ici cette partition qu'ils n'ont pas, c'est donc ce qui, à notre sens, explique cette fuite en avant. En ce qui nous concerne, nous faisons confiance à cette médiation. Nous voulons que l'Ouganda mette officiellement sur la table le projet d'accord final, de manière à ce que, comme cela a été convenu, comme nous étions engagés par l'engagement du président de la République, nous puissions terminer cette affaire et terminer la guerre. Mais s'ils espéraient pouvoir nous emmener dans la partition, nous emmener dans ces documents qui circulent sur Internet, c'est non 3 fois non, et donc en ce moment-là, chaque Congolais se fera sa réduction, à savoir en réalité que la délégation ici tient bon et nous tiendrons bon jusqu'au bout. Personne ne va ici obtenir quoi que ce soit qui puisse mettre en cause ni le territoire, ni la Constitution et encore moins nos ressources. Voilà donc notre réaction. Et pour vous rafraîchir la mémoire, rappel de quelques faits marquants, c'est pour parler de Kampala dans ce reportage signé Papi Katassi Menakumundu. Arrêté depuis décembre 2012, les négociations de Kampala étaient au point mort depuis le 15 mars dernier. Mais depuis, la donne a changé. Le M23 a éclaté en 2 factions et Bosco Ntaganda à la Cour pénale internationale. L'ONU a quant à elle créé une brigade d'intervention chargée de lutter contre des groupes armés dans l'est du Congo. Côté M23, c'est la mouvance du général Sultani Makenga et Bertrand Bisimwa qui reprend les pourparlers. Mais un problème demeure. Kinshasa exige le désarmement et la dissolution du M23 par lui-même, ce qui fera certainement un blocage. Dans ces entrefaites, le M23 envoie une lettre au Parlement sud-africain pour dénoncer la participation annoncée des troupes sud-africaines à la nouvelle brigade d'intervention rapide de la MONUSCO. Pendant plusieurs mois, les 2 délégations logées dans 2 hôtels différents ne se sont pas vues. Chacun échafaude ses propositions dans son coin et attend des rendez-vous avec les facilitateurs ougandais, le ministre de la Défense, Crispus Kuyonga, lesquels se fait de plus en plus rares. Dans ces conditions, le M23 est le premier à jeter l'éponge et à rapatrier sa délégation, prétextant de chercher en interne un accord autour de la donne force neutre. À la lumière des événements, un probable accord reste incertain. Wait and see. Et le vice-ministre de Budget a eu une tournée d'évaluation ce jeudi 25 avril 2013 à la BGFI Bank, à son agence de Kitambo et à la société de communication Tigo à la Gombe. Le but de cette tournée est de vérifier le déroulement de l'opération de la bancarisation de la paye des fonctionnaires de l'État. Africa Mojenga pour les détails.
Dans l'objectif de veiller au bon déroulement de l'opération de bancarisation de la paie des fonctionnaires de l'État, le vice-premier ministre, ministre du Budget, Daniel Mukoko Samba, s'est rendu personnellement à BGFI Bank, à son agence de Kitambo. Avec 2 guichets seulement, cette agence éprouvait des difficultés pour payer près de 5 000 agents et fonctionnaires de l'État n'ayant pas encore de compte en banque. Pour y remédier, le professeur Daniel Mukoko Samba a décidé que ce fonctionnaire soit payé sur base des listings. Ce sont les derniers bancarisés de Kinshasa. Mais vous savez, quand on bancarise, il y a une opération d'identification, d'ouverture de compte et de premier paye. Lorsqu'on combine ces 3 opérations, généralement ça crée ce genre de situation. Donc, on a prévu de désengorger l'agence BGFI de Kitambo pour envoyer 1500 agents à Gombe, ce qui va permettre de finir la paye d'avril le plus rapidement possible et de procéder aussi le plus rapidement possible à l'ouverture des comptes individuels pour que pour la paye de mai, on ne puisse pas revivre cette situation en BGFI. Après BGFI Bank, le vice-premier ministre, ministre du Budget, s'est rendu à la société de télécommunications Tigo à Gombe pour palper du doigt le fonctionnement de ces systèmes. Le plus important pour les fonctionnaires, c'est de comprendre que ce n'est pas Tigo qui les paye. Ils sont payés par l'État par voie bancaire. Ça signifie que derrière Tigo ou derrière Airtel ou derrière tout autre opérateur téléphonique, il y a une banque. Il faut rappeler tout de même que l'opération de bancarisation de la paie des fonctionnaires de l'État, qui a commencé au mois d'août dernier, se clôturera en juin prochain. Et la MONUSCO, elle, et le Conseil de laïcs chrétiens et islamiques du Congo ont clôturé ce jeudi 25 avril 2013 au centre interdiocésain la campagne de 10 jours sur le dialogue interreligieux. Et la conférence de presse axée sur la promotion de la paix a marqué particulièrement la clôture de cette campagne. Mami Tambou, Adel Tété, Juzan Belebele ont signé ce reportage. Le Saint-Esprit nous contrôle du début à la fin. Amen. Cultiver la paix revient à pratiquer en permanence la prévention des conflits dans les religions et même dans le pays tout entier. Fort de cette conviction, le Conseil de laïcs chrétiens et islamiques du Congo COLSIC s'engage sur la voie de la promotion d'une paix durable. Pour faire entendre leur voix et donner leur position sur tout problème national, elles vont soit adresser des mémorandums à l'autorité suprême de la nation, soit organiser des conférences de presse. Il faudrait cependant inculquer aux fidèles et à la population congolaise en général le respect de la croyance de l'autre. C'est la conviction de la MONUSCO, principal organisateur de ces dialogues. En République démocratique du Congo, où les grandes religions sont pratiquées par de nombreux fidèles, l'on remarque que ces religions sont parfois mal ou peu connues par ceux qui ne les pratiquent pas. Il existe donc cependant une tradition de dialogue interreligieux à travers l'engagement social et civique au niveau des hauts responsables religieux. Les chefs des confessions religieuses ont déjà entrepris ensemble des lobbying pour la paix en République démocratique du Congo. On a montré depuis Sun City, et même quand le pays était divisé, les chefs de confessions religieuses sont allés sillonner les pays pour sensibiliser. Au mois d'août de l'année dernière, la plateforme a initié une pétition pour dire non à la balkanisation et à l'exploitation illicite de notre pays. La campagne de sensibilisation interreligieuse clôturée ce jour a duré 10 jours, mais les actions du COLSIC restent perpétuelles. Les 3 journées de réflexion au CEPAS sur les élections et l'importance accordée à l'acte civique se sont clôturées ce mercredi 24 avril 2013. Ces journées ont été un véritable moment d'échange entre les politiques, la société civile et la CENI pour accroître les connaissances en matière électorale. Nadia Koulin-Fouka, Juzan Belebele, images et commentaires. 3 journées auront suffi pour les acteurs politiques, religieux, membres de la société civile, décerner les bien fondés des enseignements reçus tout au long de cette rencontre et d'en faire bon usage. Après avoir discuté dans le carrefour du fond et de la forme appropriée pour les élections en RDC, les participants ont formulé quelques recommandations. Qui vont dans le sens du bien-être effectif de la population congolaise. De veiller à finaliser les textes nécessaires à l'encadrement du processus électoral de manière à en permettre un bon déroulement. À tous les responsables concernés de rendre la CENI plus efficace, plus professionnelle et plus indépendante.
Un engagement solennel a été pris par les participants, celui de relayer la somme d'informations dans leur milieu associatif pour le partage de connaissances dans la population. Il y a des acteurs de la société civile, des ONG, il y a des enseignants, il y a des journalistes. Ils ont le devoir justement d'aller vers les coins les plus reculés du pays pour transmettre le message qui a été véhiculé ici. Voir ce que nous devons faire pour que cet acte ait sa véritable importance. Sachez que ces journées sociales entrent dans les lignes droites des objectifs poursuivis par les CEPAS, qui est un centre d'études pour l'action sociale en faveur de Congolais. Expulsion d'un sujet ivoirien du sol congolais le mercredi 24 avril 2013 dans l'après-midi. Expulsion causée par le refus de présentation de ses titres et agression verbale à l'endroit d'un officier de l'immigration lors d'un contrôle de routine de la police des étrangers de la DGM. Dieu merci, Nzor Mabiala et Patrick Ngungu ont signé ce reportage. Jean-François Kwadi, sujet ivoirien qui travaillait pour le compte d'un grand supermarché de la place, a été expulsé du sol congolais. Il vient de payer pour son inconséquence. La scène ressemble un peu à une série télévisée que l'on peut nommer Au-dessus de la mêlée, dans laquelle certaines personnes se croiraient au-dessus de la loi. Ce sujet ivoirien a refusé de présenter ses titres alors que son visa et sa carte de travail étaient encore en cours de validité. Autre fait lui reproché, c'est l'agression verbale à l'endroit d'un officier d'immigration lors d'un contrôle de routine de la police des étrangers, de la DGM. Jean-François Kwadi a donc péché contre l'article 22 de l'ordonnance loi du 12 septembre 1983. Il s'agit de troubles à l'ordre public. Ce cas, en effet, devra servir de leçon à tous les expatriés qui pensent encore que la République démocratique du Congo est une jungle ou une nation anarchique. Parlons santé dans ce journal. Le monde entier célèbre le 25 avril de chaque année la journée mondiale contre le paludisme. Et pour cette année, le thème axé et investir dans l'avenir, vaincre le paludisme. Et à cette occasion, le ministre de la fonction publique s'est adressé à la population en lieu et place du ministre de la Santé en mission. Un extrait de son adresse souligné ici pour vous par Patricia Bassois. On a besoin de rappeler ici la volonté du gouvernement de la République dans la lutte contre la malaria qui a traduit depuis 6 ans la vision politique du chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange, sur les 5 chantiers de la République et aujourd'hui sur la révolution de la modernité en décrétant les secteurs de la santé parmi les chantiers prioritaires et en faisant passer la lutte contre le paludisme comme l'un des axes prioritaires de l'action gouvernementale, notamment l'appui aux activités du programme national de lutte contre le paludisme. C'est dans cette perspective que le gouvernement compte poursuivre, avec l'appui des partenaires de l'initiative Faire reculer le paludisme, la distribution au cours de cette année 2013 de plus de 11 millions de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action, en sigle MILD. Ces moustiquaires vont s'ajouter aux 17 millions distribués en 2012 ainsi qu'aux 10 millions distribués en 2011. Que faire donc pour pérenniser la liste et investir durablement dans l'avenir? Il suffit d'observer strictement certaines mesures préventives recommandées. Le paludisme peut donc être vaincu. Il suffit de prendre la décision et l'engagement de le vaincre. C'est sur cette note d'espoir que je vous invite tous à vous serrer les coudes pour contribuer à l'élimination de la malaria en République démocratique du Congo. Mais c'est quoi le paludisme? Eh bien, c'est une maladie transmise par le moustique et est responsable de plus d'1 million de décès d'enfants par an, dont plus de 90% surviennent de l'Afrique subsaharienne. La rédaction d'Antenne a échangé avec un corps médical sur le traitement et les méthodes de prévention. Patricia Bassois, notre spécialiste en questions sanitaires, Sylvain Kapombo et Mathieu Ngadipo viennent signer ce reportage. Instaurée par l'OMS, l'UNICEF, la Banque mondiale et le PNUD, cette journée est devenue mondiale en raison de mortalité enregistrée sur le continent africain.
La journée mondiale du paludisme sert ainsi à mobiliser l'opinion publique en faisant connaître cette maladie et en favorisant l'accès aux traitements et aux soins ainsi qu'aux méthodes de prévention existantes. Sur les dizaines de millions qui survivent de cette maladie, bon nombre sont handicapés physiquement et mentalement. Pour cause, l'inexistence de vaccins et le coût élevé de médicaments. Mais on peut noter une baisse du taux de mortalité de 25% depuis l'an 2000 et 50 de nos 9 pays où la maladie continue à se transmettre et en passe d'atteindre l'objectif de réduction de taux d'incidence de plus de 75% fixé à 2015 par l'Assemblée mondiale de la santé. Passons tout à fait à autre chose. Après la réhabilitation de l'avenue Lumière au quartier de Bonhomme, nous sommes là dans la commune de Matete. Le souhait de poursuivre les travaux jusqu'au quartier Dingui dans la commune de Kisinso est de plus en plus exprimé par les usagers de cette voie. Les détails avec Patrick Polydor Ngaziami sur les images de Jouzen Belebele. Dans le cadre de la révolution de la modernité initiée par le chef de l'État, des travaux ont été entrepris au quartier de Bonhomme, dans la commune de Matete, pour asphalter l'avenue Lumière afin de la rendre praticable. Capitale pour les résidents du quartier sus-évoqué, cette avenue l'est aussi pour ceux du quartier Dingui dans la commune de Kisinso, où l'on trouve son prolongement. Par ailleurs, elle demeure la principale voie d'accès à l'Institut technique Kitomessa, une école importante qui reçoit plus de 1000 élèves. La route est la voie par laquelle les élèves peuvent atteindre l'école, les élèves comme le personnel. Nous éprouvons de sérieuses difficultés à cause de l'inaccessibilité de la route qui enclave un peu cette école et qui rend difficile son accès. Il y a de grandes actions qui ont été menées du boulevard Lumumba jusqu'à la 16e rue, sur l'avenue Lumière, ça c'est la commune de Matete. La route est asphaltée, c'est une très bonne chose et nous remercions les autorités pour cela. Mais il y a une grande population aussi qui souffre. La population du quartier Dingui qui souffre. Si nos autorités peuvent penser au prolongement du projet de la route de la 16e rue pour atteindre soit l'Iti Kitomessa ou de passer faire la jonction de la 16e rue jusqu'à l'avenue Lumière. Ils attendent donc voir se concrétiser la promesse du conseiller principal du chef de l'État, Kimbembe Mazunga, qui les avait rassurés quant à ce et qui leur avait donné rendez-vous au mois de mai prochain. Et à vous tous qui n'avez pas eu l'occasion de feuilleter les journaux parus ce jeudi 25 avril 2013 dans la capitale, vous proposons une sélection, un commentaire signé Patricia Molengo-Bolekoni, revue de presse. Bonsoir. Le pourparler de Kampala, désormais sans objet, note Forum de ZAS de ce jeudi 25 avril 2013. D'ici mi-mai, le M23 pourrait essuyer le premier tir de l'unité d'élite de la MONUSCO, ajoute-t-il. En effet, la brigade spéciale d'intervention de la MONUSCO est presque à pied d'œuvre, renseigne le quotidien. Le général tanzanien James Mwakibolia, le commandant de la brigade spéciale, se trouve déjà à Goma. Ces derniers est en train de faire la reconnaissance de lieu avant la mise sur pied de son état-major qui aura une autonomie par rapport aux autres forces de la MONUSCO. Ensuite viendra le tour des hommes qui sont au nombre de 3000, soit 4 bataillons, dont 2 infanteries et 1 de commando de choc pour les opérations d'assaut conformément à la mission de la brigade spéciale. Le même sujet a été relayé par la Prospérité en indiquant qu'avec l'arrivée du commandant de la brigade spéciale, la détermination de l'ONU est telle qu'il faut en finir avec le groupe armé qui sème la mort et la désolation de la partie est de la République démocratique du Congo. Le guide ajoute que les choses sont en train de se préciser en ce qui concerne les déploiements de la brigade d'intervention annoncée pour la fin du mois d'avril. Notons par ailleurs une précision du porte-parole militaire de la MONUSCO en ce qui concerne le déploiement de la brigade d'intervention. Pour le colonel Prosper Félix Bass, il n'y a aucune différence entre cette brigade d'intervention et la brigade du Nord Kivu ou les autres brigades qui font partie intégrante de la force de la MONUSCO. Mais cette force est un outil additionnel mis à la disposition de la MONUSCO pour neutraliser le groupe armé. La référence plus a pour sa part repris la lettre adressée au secrétaire général de l'ONU par le membre de la Fédération de l'opposition politique républicaine congolaise extra-parlementaire. Dans cette lettre, la FOREP exige le dialogue politique, dialogue qui compléterait utilement le volet militaire de la situation congolaise réglé par l'accord cadre et les initiatives entreprises dans ce cadre par le Conseil de sécurité et les États de la région.
De l'autre côté, le palmarès a révélé le 3 secrets du chef de l'État pour les concertations nationales. Le quotidien informe que les concertations nationales ne seront nullement la réplique du dialogue intercongolais et qu'elles ne vont jamais se dérouler en dehors du territoire national. Et enfin, elles ne seront pas pilotées par un médiateur ou facilitateur étranger, conclut-il. Et les dépêches de Brazza, quant à elles, se sont intéressées à la révision du code minier sur l'attractivité des investisseurs et le climat des affaires. Les dépêches renseignent que la révision du code minier est une question très sérieuse pour ses nombreuses implications sur la République démocratique du Congo qui a connu la suspension de son programme avec le Fonds monétaire international. C'est tout pour ce soir. Bonsoir. Je l'annonçais en début de ce journal, une page magazine, le PPRD Bandundu a un nouveau président interfédéral. Il s'agit du camarade Jean Kamisendu Kutuka. C'est ce qui ressort de la décision signée le 22 avril dernier par le secrétaire général du parti, le PPRD, à Bandundu-Ville. Cette nomination a été fêtée par les militants du parti présidentiel. Natacha Bomongo a signé cette page magazine. Jean Kamisendu Kutuka pilotera la politique du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie PPRD dans toute la province du Bandundu. Après examen du dossier et performance de l'heureux promis, le secrétaire général du PPRD, Évariste Bochab, vient de désigner au poste du président interfédéral du PPRD Bandundu le camarade Jean Kamisendu. À l'annonce de cette nouvelle, la résidence du président interfédéral du PPRD Bandundu a été envahie par les militantes et militants du parti présidentiel. Dès les petites heures de la matinée, les membres et cadres du PPRD Bandundu sont venus manifester leur joie et leur reconnaissance au chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Incapable de contenir la foule, le président interfédéral du PPRD Bandundu a marché avec la foule à travers quelques artères de la ville de Bandundu. Il a reçu les ovations de la population sur tout le parcours de la marche. Calicot en main, drapelet du PPRD et d'autres partis de la majorité. Après la marche, les militantes et militants du PPRD et d'autres partis politiques de la majorité se sont retrouvés dans la résidence du président interfédéral. Dans le jardin du tout nouveau président de l'interfédéral du PPRD, le président urbain du PPRD ville de Bandundu, Saturna Mangamanga, a fait la lecture du message de félicitations. Le président de la fédération du PPRD Kwilu, Ephraim Kinda, a appelé tout le PPRD Bandundu à se ranger comme un seul homme derrière le représentant du parti en province et pour le rayonnement des actions de Joseph Kabila. Le secrétaire provincial de la majorité présidentielle, le professeur Camille Sesep, n'a pas tari d'éloges à l'endroit de Jean Kamisendu. Le président interfédéral du PPRD Bandundu n'a pas caché sa joie et s'est dit agréablement surpris par cette manifestation. Un sentiment de satisfaction de voir que les autorités hiérarchiques du parti ont une fois de plus, en l'espace de 12 mois, placé leur confiance en notre modeste personne. Les uns et les autres. Mes pensées vont d'abord et avant tout à l'autorité morale du parti. Je pense ici au secrétaire général du parti, le camarade Bouchard. Je pense aussi au président, au secrétaire général de la majorité présidentielle et à tous les camarades du parti qui ont les uns et les autres, chacun à son niveau, contribué et fait quelque chose pour que cette confiance soit renouvelée à notre personne, à notre endroit. Nous tenons à les rassurer que nous mettrons tout en œuvre pour que leur confiance ne soit pas déçue.
Deux manifestations de joie ont été organisées à Kienge, Kikwit et Inongo pour saluer la nomination d'un digne fils de la province en qualité de président interfédéral du PPRD Bandundu. Rappelons que Jean Kamisendou procède depuis quelques jours à la réhabilitation du siège interfédéral du parti victime d'un incendie criminel. Il s'est résolument engagé à œuvrer pour l'unité du parti présidentiel, à porter très haut la politique du chef de l'État et initiateur du PPRD dans cette ville considérée jadis comme bastion de l'opposition. La paix est-elle encore possible sur Terre? Une question pertinente débattue au cours d'une conférence publique organisée le week-end dernier au Fleuve Congo Hotel par l'association sans but lucratif Message du Graal. Les détails dans ce reportage. Venus de partout, chercheurs de vérité, curieux, porteurs de croix pour venir participer à cette activité sur le thème de « La paix est-elle encore possible sur Terre ?» Thème d'actualité au regard des événements qui se déroulent sur la planète. L'orateur du jour, M. Lambert Osango, est parti du chant des anges à la naissance de Jésus qui disait « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre à tous les hommes de bonne volonté ». La paix, selon l'orateur, est la conséquence d'une attitude, celle qui consiste à respecter la volonté de Dieu, donc à l'agréer. Et nous allons commencer par deux paroles que nous devons nous souvenir, quels que soient les lieux et quelle que soit l'époque, parce que ces paroles rassurent quiconque veut effectivement évoluer spirituellement. Comme également, ces paroles exclut, ébranle tout celui qui pense ou qui croit, qui ne s'accroche qu'à ce qui est strictement matériel. Ce sont les paroles suivantes. Lors de l'annonce de la venue du Fils de Dieu, il était dit de la bouche de l'ange: gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre à ceux qui l'agréent. Quelle compréhension avons-nous de ces paroles? Ou quel espoir fondons-nous sur ces paroles? C'est un exercice auquel tout un chacun se doit de s'appliquer. Rendre gloire à Dieu suppose le reconnaître, éprouver sa grandeur et travailler en soi pour que cela devienne une réalité au travers de notre vie. Paix sur la terre à ceux qui l'agréent pose justement un préalable. L'agrément se rapporterait à quoi? N'est-ce pas là une nette précision qu'effectivement ce n'est pas tout le monde et d'emblée. On a l'agrément que lorsqu'on a rempli un certain nombre de critères. C'est alors qu'après examen, l'on obtient l'agrément. Poursuivant son exposé, l'orateur a éveillé l'attention du public sur la situation que subit la Terre, au regard de la déviation que l'homme lui a inculquée par l'hyper-développement de l'intellect au détriment de valeurs spirituelles. Ainsi, l'univers entier réagit face au comportement désordonné de l'homme, car au lieu d'anoblir, il a perturbé. Au lieu de promouvoir, il a accumulé. Ainsi, les inégalités se sont développées et la paix a été totalement compromise. L'orateur du jour, s'inspirant de l'œuvre dans la lumière de la vérité, Message du Graal de Abdou Rouchine, affirme qu'il est possible que la paix s'établisse sur terre si l'homme accepte de vivre selon la volonté de Dieu exprimée dans ses lois. Citant l'auteur, il a fait allusion à une phrase clé
notamment « Gardez pur les foyers de vos pensées, vous faites ainsi régner la paix et vous êtes heureux ». Tel est le premier pas auquel le message du Graal appelle l'humanité pour se libérer de l'emprise de ténèbres. La paix, c'est la conformité parfaite aux lois de Dieu. Et de là, nous comprenons que dans son message du Graal, Abdrouchine nous exhorte en ces termes: gardez purs les foyers de vos pensées, vous faites ainsi régner la paix et vous êtes heureux. Comme on pouvait s'y attendre, l'exposé du jour a suscité beaucoup de réactions, notamment celles relatives de l'origine même du message du Graal, du fait que celui-ci semble s'adresser à une seule catégorie de la relation entre le message du Graal et le christianisme. À toutes ces questions, l'orateur a réservé des réponses, mais surtout, il a invité les personnes intéressées à lire elles-mêmes librement et personnellement cette œuvre objective. Moment très solennel, les participants ont ressenti la gravité de l'événement et certains ont réagi à notre micro. Très satisfait d'avoir participé à la conférence parce qu'elle a touché, elle a parlé d'un point assez sensible et essentiel qui concerne la paix dans le monde. Alors, avec tout ce qu'on a entendu, je pense bien que la paix est possible dans le monde, mais à la seule et l'unique condition que les êtres vivants, les êtres humains apprennent à vivre selon la volonté du Créateur. Quand on suit les explications du message du Graal, c'est la profondeur des idées. Les conférenciers sont de bon niveau, ils maîtrisent bien leur sujet et ils puisent dans l'enseignement qu'ils lisent et ils donnent toutes les explications qu'on peut trouver. Ils s'appuient sur le message. Commencée à 15h30, la conférence s'est étendue au-delà des 19h, tant d'intérêt des participants était manifeste. Voilà, fin de ce journal. Merci aux deux capitales les plus proches, Kinshasa et Brazzaville, de nous avoir suivis. L'information continue sur www.antennatv.com. Merci à vous tous qui nous suivez depuis Paris, en France. Bonsoir.